Bonjour, je suis Anne-Carine Grisner, je suis psychologue spécialisée en périnatalité. Et voici une vidéo qui peut peut-être surprendre, qui concerne la préparation pour une césarienne. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est que les femmes enceintes puissent s'informer de comment se déroule réellement et concrètement une césarienne. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, dans ma pratique de psychologue, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans les services de maternité et de néonatologie, où j'ai fait énormément d'accompagnement pendant la grossesse, autour de l'accouchement, et puis bien sûr en postnatal. Et j'ai très souvent entendu des mamans, en tout cas, et parfois des pères, qui avaient vraiment mal vécu la césarienne, avec parfois des conséquences à court, moyen et parfois à long terme sur le moral de la maman, sur sa perte de confiance en elle et bien sûr aussi sur le lien mère-bébé. Et ce que j'ai pu expérimenter, en fait, c'est qu'il y avait une manière de faire pour limiter l'aspect douloureux, voire traumatique d'une césarienne. Alors oui, je sais que quand on est enceinte, c'est pas la première chose à laquelle on a envie de penser. On a plutôt envie d'imaginer son accouchement se déroulant entre guillemets parfaitement, le plus physiologiquement possible, et c'est tout à fait normal. Et pour ça, bien, votre sage-femme vous propose une préparation à l'accouchement principalement physiologique. Alors même si les points, même si les, on va dire, même si les sages-femmes vous présentent quelques versions d'accouchement plus médicalisées, ce que j'ai pu repérer, c'est que vraiment l'accouchement par césarienne était pas assez vu de manière très concrète. Et en fait, je m'appuie vraiment sur le retour des parents, de ce qu'ils ont pu me dire sur les détails qui ont été difficiles à digérer. Et donc, c'est à partir de ces retours-là que je vais vous proposer le contenu complet d'une césarienne. Tout d'abord, je vais vous parler on va dire de la définition d'un traumatisme. Parce que la césarienne est parfois dite traumatique. Mais je vais quand même expliquer un tout petit peu ce que ça veut dire très concrètement pour que vous puissiez aussi vérifier si vous avez ce ressenti-là parfois après la césarienne ou tout autre événement d'ailleurs. Un traumatisme, qu'est-ce qui définit un traumatisme? C'est lorsqu'en fait le cerveau n'a pas réussi à retraiter, à digérer un événement. Pour faire très court, notre cerveau, toutes les nuits, pendant la phase de rêve, essaye de retraiter ce qui s'est passé dans la journée. C'est son travail. Et bien sûr, il essaye. Et puis parfois, quand il y a des événements trop chargés, trop difficiles, eh bien, il a beau essayer plusieurs fois, plusieurs nuits, eh bien, le cerveau, parfois, il n'y arrive pas. Ce qui se passe du coup, c'est que l'événement, au lieu d'aller se ranger au bon endroit dans le cerveau, et on va dire dans la case du passé, ça veut dire que ça se range, ça s'oublie pas, mais ça se range, eh bien, ça va plutôt rester dans le présent. Alors, dans le présent, ça veut dire que c'est pas toujours activé, mais dès que vous serez confronté à un déclencheur, quelque chose dans le présent, qui vient rappeler cet événement, eh bien à ce moment-là, vous le revivez, vous le ressentez dans votre corps, vous allez avoir les mêmes pensées, les mêmes ressentis que pendant l'événement. Voilà, j'en dis pas plus sur la définition d'un trauma. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que l'on est traumatisé, entre guillemets, le temps, au bout d'un moment, on va dire au-delà de quelques mois, le temps n'aura plus d'effet. On dit souvent, allez, avec le temps, tout passe. Eh bien,
Pour les événements non traumatiques, oui, le temps apaise, mais pour les événements trop forts, trop chargés émotionnellement, eh bien, ça marche pas. Le temps n'y fait rien. Voilà. Après, qu'est-ce qui favorise l'apparition d'un trauma? Ce qui donne le plus de chances de vivre un trauma, c'est quand un événement se produit très rapidement. Voilà, l'effet choc, où on n'a pas eu le temps de se préparer et d'anticiper. Donc tout ce qui arrive rapidement et qui en plus est plutôt fort et génère une peur. Donc ça, c'est les deux conditions. Un événement qui arrive rapidement et qui génère une peur. Et quelle est la plus grande peur? C'est la peur de mourir. La peur de mourir, et du coup on rajoutera par rapport à l'accouchement, c'est la peur que notre bébé meure. Et comme mère et bébé ne forment qu'un à ce moment-là, eh bien on va dire c'est pareil, c'est la même chose. En fait, la peur de mourir, notre cerveau sait rarement la retraiter. C'est trop fort, ça fait référence à pas grand-chose. Du coup, c'est souvent très compliqué. Alors que ce soit réel ou pas, c'est-à-dire que si on a juste eu l'impression de mourir, même si en réalité ce n'était pas le cas, mais qu'on a eu cette impression, on peut être dans le traumatisme. À l'inverse, on peut avoir réellement frôlé la mort, mais ne pas l'avoir ressenti, conscientisé, et du coup on ne sera pas traumatisé. C'est pour ça que ce n'est pas toujours l'événement qui compte, mais plutôt comment on l'a vécu et quelle émotion il a généré. Donc ça c'est très différent d'une personne à l'autre. Donc concernant les césariennes, bien sûr, les personnes peuvent le vivre de plein de façons différentes. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas à l'avance. Et le propre d'une césarienne, alors bien sûr, vous avez les césariennes programmées, mais vous avez bien évidemment beaucoup de césariennes qui arrivent en cours de travail. Et une césarienne, une fois qu'elle s'enclenche, ça se fait très rapidement. Donc on rentre bien dans la catégorie d'un événement qui arrive rapidement. En plus, la césarienne arrive la plupart du temps parce qu'il y a un problème, entre guillemets, pour la maman et ou pour le bébé. Ça génère de la peur. Et bien sûr que cette opération, elle n'est pas anodine. Elle se situe à un endroit, on va dire, qui est quand même... c'est pas comme le bras, on va dire, hein, le bas-ventre, c'est un endroit psychologiquement plus sensible. Et je vais rajouter quand même un événement qui peut rajouter du trauma par rapport à cet événement de la césarienne, c'est que bien sûr, les femmes enceintes sont très très sensibles, hyper sensibles, parce qu'elles se mettent au diapason de leur bébé. Une telle opération en dehors d'une grossesse serait probablement vécue avec, en tout cas, moins d'émotions, on va dire. Mais là, on cumule beaucoup d'éléments pour créer du trauma. Or, qu'est-ce qui est important dans une maternité, une grossesse, une naissance? C'est la suite. C'est comment va la maman, comment elle se sent avec son bébé, comment elle se sent avec elle-même. Et l'enjeu est pas des moindres. C'est-à-dire que l'idée, c'est de tout faire pour que maman se sente bien dans sa peau, dans son corps, dans sa tête, et qu'elle se sente bien avec son bébé. Si elle est traumatisée par la césarienne, il risque d'y avoir des choses compliquées. Premièrement, la maman peut douter d'elle-même, de ses capacités de maman, parce que assez régulièrement, les mères se sentent un peu en échec, pour certaines, pas pour toutes, mais pour certaines vont se sentir en échec. C'est une croyance de croire qu'il y a le bon accouchement par voie basse et puis le mauvais par césarienne. Mais bref, certaines peuvent avoir ça en tête. Et bien sûr, selon l'histoire de chacune,
ce sentiment de ne pas avoir réussi quelque chose, eh bien, ça peut activer plein de choses dans l'histoire et puis à nouveau se sentir pas à la hauteur. Or, ce sentiment de confiance en soi en tant que maman, il est central en postnatal. Bien sûr, il y a des étapes pour les mamans, ça évolue, ça se met en place petit à petit, mais on va dire que parfois le vécu de césarienne peut venir vraiment empêcher la maman de prendre confiance en elle en tant que maman. Et bien sûr, tout ça aura des conséquences par la suite, parce qu'une maman qui ne se sent pas à la hauteur risque de déprimer, risque d'avoir une attitude avec son bébé, alors peut-être parfois avec des attitudes un peu différentes. Il peut y avoir soit des investissements, soit au contraire un surinvestissement. Bien sûr, les mères ont à s'investir auprès de leurs enfants, mais parfois c'est une histoire de degrés. Quand il y a un surinvestissement parce qu'il faudrait réparer quelque chose, parce qu'il faudrait prouver notre valeur en tant que mère, eh bien ça va avoir tout un impact sur la relation avec le bébé. Une des premières choses, c'est le sommeil, bien sûr, des bébés qui ne dorment pas. Et j'ai fait des vidéos là-dessus que vous trouverez sur mon site. Il peut y avoir d'autres raisons. Il y a la notion d'estime de soi, mais il peut y avoir aussi le fait d'avoir été séparé, le fait d'avoir eu peur pour soi et ou pour son bébé. Et cette peur de fond peut faire aussi que la maman va être très 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 collée à son bébé. Encore une fois, c'est légitime d'être très proche de son bébé, mais toujours pareil, une histoire de degrés, avec parfois une impossibilité de pouvoir s'en séparer, juste de mettre un tout petit peu d'espace. Et puis surtout, dès qu'il y a la moindre peut-être séparation ou le moindre pleur, ça peut déclencher justement des émotions, rajouter des peurs, etc. Et encore une fois, s'il y a réellement trauma, avec le temps, ça peut ne pas évoluer. Voilà, je suis encore aujourd'hui dans mon cabinet parfois des mamans où on en est à 30 ans, 40 ans après la naissance, qui a été traumatique parce qu'il y a eu une longue séparation, et bien où la femme est encore dans cette angoisse de fond envers son enfant qui est largement adulte aujourd'hui. Alors ça vaut vraiment le coup de tout faire pour ne pas vivre ce trauma. Puis je donnerai par la suite des moyens si jamais ça s'est produit, s'il y a quand même le trauma. Mais on peut faire des choses avant. Alors oui, je sais, vous n'avez pas envie spécialement de penser à une césarienne, où vous dites « ça arrive aux autres, mais ça ne m'arrivera pas ». Et je vais vous donner quelques chiffres. Un chiffre. Il y a en France 20% de césariennes. Alors 20%, ça paraît pas beaucoup, mais si on rapporte, bref, si on fait un petit calcul, ça veut dire une femme sur 5. Et là, vous voyez que vous ne pouvez pas dire que ça ne vous arrivera pas. Une femme sur 5, un accouchement sur 5. Voilà, donc c'est une réalité. C'est jamais pour embêter le monde. Les césariennes sont toujours là pour des raisons médicales. Elles sont là pour aider la maman, pour aider le bébé. Et voilà, une sur 5, on ne peut pas dire qu'on est sûr que ça nous arrivera jamais. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de se préparer, ça veut dire anticiper, visualiser ce qu'il peut se produire durant les différentes étapes d'une césarienne. Et je vais parler de la mise en place de la césarienne elle-même, et aussi du postnatal immédiat, voilà, une fois qu'on sort du bloc, etc., jusque dans la chambre. Voilà, on va dire qu'il y a 3 étapes. Pourquoi on va visualiser? En fait, on va créer des images dans votre tête. Tout simplement, je vais
vous expliquer, et automatiquement, en vous expliquant les choses très 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 concrètement, il y a des images qui vont se faire dans votre tête. Et ces images vont permettre, le jour de l'accouchement, si vous vivez une césarienne, ces images pourront réapparaître dans votre tête. Et ça va atténuer l'effet surprise, l'effet choc. Et du coup, va diminuer, voire ne pas faire apparaître d'émotions. Vous serez beaucoup plus calme, vous pourrez rester centré sur vous-même et sur votre bébé. Et tout ça, ça a de l'importance. Puisque donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais accouchement, on peut vivre tous ces accouchements de manière sereine, à condition d'avoir préparé les choses et de savoir que ça existe tout simplement. Donc bien sûr, si vous n'avez pas de césarienne, formidable, d'avoir pensé à ces images ne va pas perturber votre accouchement. Et par contre, si ça se produit, eh bien, vous les aurez et vous ne serez pas surprise. Encore une fois, c'est l'effet surprise qui crée de la peur, et la peur est potentiellement la source d'un traumatisme. Alors, on va commencer. Déjà, effectivement, il y a plusieurs types de césariennes. La première, c'est celle qui est programmée. Voilà, donc ça, vous le savez à l'avance, plusieurs semaines à l'avance. Et on appelle ça une césarienne code vert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'urgence. Alors, même si, évidemment, cette césarienne va se faire plutôt tranquillement, puisqu'il n'y a pas d'urgence, bien évidemment, l'idée, c'est quand même de se préparer, parce qu'on peut quand même avoir des surprises, parce qu'il se passe quand même des choses un peu particulières pendant une césarienne, auxquelles on n'a pas pensé. Nous avons le deuxième cas de césarienne, avec une césarienne qu'on appelle code orange, qui se produit en cours de travail. Et donc, ça vous pourrez peut-être plus préciser que votre sage-femme, mais il y a un souci, on va dire, du côté de la maman et ou du bébé. Et là, il faut faire une césarienne. Et on est code orange, ça veut dire qu'on doit faire rapidement, mais on n'est pas dans l'urgence immédiate. Donc, si on n'a pas de péridurale, on a le temps d'en avoir une. Si on en a déjà une, eh bien tout simplement, on va rajouter du produit, parce que ce n'est pas le même dosage, bien sûr, une péridurale pour un accouchement à voix basse et pour une césarienne. Et vous avez le troisième cas de figure, qui est un code rouge, césarienne code rouge, ça veut dire que là, on est dans la grande urgence, ça doit être fait le plus vite possible. Alors, ça va peut-être dépendre des situations. Si vous avez déjà une péridurale, le code rouge la césarienne peut se faire juste en rajoutant du produit, et normalement c'est bon. S'il n'y a pas de péridurale, parfois à ce moment-là, il y a une anesthésie générale. Donc là, bien sûr, il va vous manquer un bout, mais là aussi, l'idée d'avoir quand même les étapes dans la tête d'une césarienne permettra aussi par la suite de savoir ce qui s'est passé. Donc, ce qu'on vous dit souvent pour une césarienne, les informations qui sont données le plus simplement, c'est premièrement, parce que souvent les femmes se posent la question, est-ce que le papa pourrait être présent? Et on vous répond, oui, pas de problème, il sera là. Alors, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Tout ce que je vais vous dire là, l'idée c'est de le noter. Et que quand vous irez voir, peut-être à votre inscription à la maternité, que vous allez avoir un rendez-vous probablement avec une sage-femme, et si c'est avec un gynéco, c'est pareil, vous pouvez lui poser la question. S'il n'a pas le temps d'y répondre, prenez rendez-vous avec une sage-femme de consultation, elles sont là pour ça, et vérifiez avec cette sage-femme quelles sont les pratiques de cette maternité-là. Moi, je vais donner, on va dire, des pistes, des choses
dont je sais qu'elle se déroule, mais parfois il peut y avoir des petites différences d'une maternité à l'autre. Donc c'est un moyen aussi d'être actrice, de s'approprier son accouchement, y compris la césarienne, de ne pas se mettre en position de victime, mais de savoir comment ça marche. Et vous allez vérifier tous les points avec la sage-femme, et puis vous irez éventuellement faire des demandes selon ce que j'ai pu vous dire et en fonction de ce que vous dit votre sage-femme. Vous allez peut-être faire des demandes et pouvoir faire un projet de naissance. Et souvent, le projet de naissance concerne uniquement l'accouchement physiologique. Et moi, je vous invite bien sûr à rajouter un paragraphe pour l'accouchement non physiologique, parce que là aussi, et surtout là, on va dire, il y a des choses à demander. Or, c'est comme si, dès que c'était plus physiologique, on se retrouvait un peu à subir, parce qu'on ne sait pas. Et tout ça peut vraiment créer des vécus difficiles. Donc l'idée, c'est d'être actrice de votre accouchement, y compris si ça ne déroule pas comme vous l'avez souhaité. Donc, je vais vous expliquer, on va dire étape par étape, pour que vous ayez vraiment dans la tête comment ça se passe une césarienne. Donc la première chose, quand vous êtes la plupart du temps en salle de travail, ou éventuellement en salle de naissance, ça dépend. Quand on vous annonce une césarienne, donc c'est le gynéco en général qui vient vous l'annoncer, parce que c'est lui qui va la faire. Donc, ce que l'on fait, la première chose, c'est qu'on doit vous préparer. Il y a une préparation qui se fait avant le bloc. Donc la première chose, c'est de vous raser le pubis, sauf si c'est déjà fait. Ensuite, soit vous avez, de toute façon l'anesthésiste va arriver ensuite pour pouvoir soit vous faire une péri ou une rachis, ça dépend. Et si vous avez déjà une péri, eh bien tout simplement de rajouter du produit. Puisque pour une césarienne, vous allez devoir être anesthésié jusque sous la poitrine. Voilà, que tout l'espace du ventre soit anesthésié. Donc, on augmente la dose. Alors, l'idée dans tout ça, c'est à partir du moment où on vous annonce qu'il va y avoir une césarienne. Là, c'est sûr qu'il n'y a plus à pousser, effectivement, il n'y a plus rien à faire pour vous. Mais vous allez avoir quelque chose de très, très, très important à faire pour rester bien actrice de cet accouchement. Et ça peut se faire que si vous n'êtes pas trop perturbé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous annonce qu'il y a une césarienne, l'idée c'est que vous soyez calme et vous soyez super présente avec votre bébé. Ça veut dire, on laisse faire les autres travailler et vous n'avez plus qu'à respirer et à être en pensée, connecté à votre bébé. Y compris si vous avez déjà une péri ou si on vous installe la péri et que vous ne sentez plus rien. Alors ça, voilà, c'est pas évident, c'est un peu perturbant, mais même si vous ne sentez rien, par votre volonté, par votre conscience, vous pouvez garder le lien avec votre bébé. Et ça, c'est très, très, très important. Donc vous pouvez lui parler dans votre tête ou lui parler, tout simplement parce qu'il va y avoir un temps de préparation de toute façon pour la césarienne. Et vous pouvez parler à votre bébé que tout va bien se passer, que juste il y a le gynéco qui va venir le sortir. Maman est là, maman est toujours là, il n'y a pas de souci, on va se retrouver après. Donc, plus vous serez calme parce que vous savez ce qui va se passer et que vous êtes rassuré, restez en conscience avec votre bébé. Et encore plus, bien sûr, code orange, code rouge, il y a de l'inquiétude, c'est sûr. Réel, parce que si on fait une césarienne, c'est qu'il y a un souci.
Donc effectivement, il y a déjà une inquiétude, mais l'idée c'est de ne pas en rajouter avec le fait de ne pas savoir comment ça va se passer. D'accord? Donc, comme on n'a pas la main là-dessus, la seule chose que vous pouvez garder, c'est le lien avec votre bébé. Vous respirez profondément, tout simplement pour être présente. Et vous laissez, vous faites votre petite bulle et vous laissez les autres faire leur travail. Donc, je continue sur le déroulé. Donc, on vous rase, on vous fait une rachis ou une péri où on rajoute du produit si vous en avez déjà une. Et pendant ce temps-là, donc ensuite on vous amène au bloc. Et quand vous êtes au bloc, pareil, il y a un temps d'installation. Donc quand vous êtes au bloc, vous êtes entièrement nu, allongé. Vous avez les jambes normales, placées devant vous. Vous avez les bras plutôt ouverts comme ça, posés sur des repose-bras. Rapidement, on vous met... non, on va vous mettre des petits capteurs. On vous met un tensiomètre sur un des bras. Donc, derrière vous, vous avez l'anesthésiste qui surveille vos constantes avec le tensiomètre. Donc, il y a un petit appareil qui regarde comment vous allez. Vous avez une infirmière anesthésiste qui est derrière vous, qui est plutôt là pour voir, on va dire, plus comment vous allez moralement, on va dire ça comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes au bloc, dans ce temps de préparation, le papa n'est pas présent. Et ce temps de préparation, il est plus ou moins long. 10, 15, 20 minutes, ça dépend de l'urgence. Et bien qu'on vous ait dit que le papa serait présent, oui, il sera présent, mais seulement au moment de la césarienne même, mais pas au moment de la préparation. Et souvent, le moment de la préparation, eh bien, il y a déjà beaucoup d'inquiétudes du côté des mamans. Et si souvent, elles s'attendent à ce que le père soit là. Et comme il n'est pas là, déjà, ça les insécurise parce qu'on leur avait dit qu'il serait là. Donc non, les pères ne sont jamais présents pendant la phase de préparation. C'est pour ça que là, idéalement, d'apprendre un peu à respirer. Vous pouvez faire un petit peu de cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, vous inspirez 5 secondes par le nez, vous expirez 5 secondes par la bouche et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous oblige à être très présent. Donc déjà, ça va limiter les peurs parce que vous êtes concentré sur votre respiration, sur le fait de compter. Et aussi, la cohérence cardiaque a un réel effet pour diminuer l'anxiété, apaiser le rythme cardiaque, ça marche très bien. Donc bien sûr, je vous inviterai à expérimenter cet outil chez vous, d'abord parce que c'est un outil formidable pour s'auto-réguler, s'auto-apaiser pour la vie de tous les jours. Donc pratiquez-le, pour pas juste l'expérimenter le jour où ça va pas. Donc expérimentez-le d'abord quand ça va, juste pour vous entraîner. Donc, pendant ce temps de préparation, le papa n'est pas présent, soyez bien avertis. Il attend, voilà, on est en train de le préparer et il va finir par arriver, mais il arrivera quand tout sera prêt. Donc on continue les préparatifs. Vous avez le gynécologue, vous avez parfois un interne qui est là, vous avez une sage-femme et on va vous désinfecter toute la zone du ventre. Voilà, ça prend un petit peu de temps, on prépare les outils. Donc vous voyez un peu tout le monde s'activer autour de vous. C'est pour ça que l'idée, c'est d'être toujours bien centré à l'intérieur de vous, de laisser faire tout le monde sait ce qu'il a à faire, et vous avez juste à être calme. Voilà, parce que vous verrez après que c'est important d'être calme pour pouvoir obtenir certaines choses. Pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui va tester votre niveau d'anesthésie. Alors avec un petit piquant, on va aller vous toucher le ventre et on va vous demander est-ce que là vous sentez, est-ce que là vous sentez, en touchant à différents endroits du ventre pour s'assurer que toute la zone est bien endormie. Alors la plupart du temps, c'est très bien endormi. Si jamais vous sentez que ça ne l'est pas, vous sentez donc quelque chose. Normalement, on vous pique, vous ne sentez rien. Si la péri est bien posée, vous ne sentez rien.
parfois on sent quelque chose. Dites-le, bien sûr, dites-le que là vous sentez. Parfois, ça peut arriver qu'on vous dit « mais non, vous êtes bien anesthésié ». Ne vous laissez pas influencer, hein, vous êtes allongé, vous n'êtes pas dans un moment où on est au maximum de sa force. Si vous sentez quelque chose, c'est que vous sentez quelque chose. Donc, dites-le. Et il n'y a personne d'autre qui sait si vous êtes bien anesthésié ou pas. D'accord? Donc, voilà. Après, c'est à l'équipe, à l'anesthésiste, de se débrouiller avec cette information. Mais voilà, ne dites pas « Ah bon, je sens rien, bon bah d'accord, je ne sens rien ». Si vous sentez quelque chose, vous sentez quelque chose. Ok, donc on vérifie. Une fois que ça, c'est tout bon. Donc vous avez vos bras donc posés sur des repose-bras. Et là, on va vous sangler. Oui, on est sanglé pendant une césarienne. Alors, ça, c'est certainement l'aspect qu'on n'aime pas trop découvrir sur le moment. Voilà. Pourquoi on est sanglé? Tout simplement parce qu'il y a au moins le bras où il y a le tensiomètre, où l'anesthésiste a vraiment besoin que ce bras ne bouge pas pendant toute l'opération, qui est un indicateur de comment ça va. Et puis l'autre chose, c'est que souvent, pendant les césariennes, on tremble. Alors, on tremble pour différentes raisons. Il fait frais dans le bloc opératoire. Et puis 2, on est dans une phase d'hypersensibilité pendant l'accouchement. Il y a un imprévu, il y a de l'inquiétude, donc voilà, il y a de l'émotion, il se passe plein de choses, on vous change de lieu, bref, l'équipe s'affole un peu. Voilà, on tremble, c'est ok. Donc là aussi, on continue de respirer. Mais c'est en tout cas pour cette raison qu'on a les bras sanglés. Alors là, l'idée, voilà, de ne pas être surprise, mais de savoir que ça se produit. Pendant qu'on vous installe, je vous invite à demander à l'anesthésiste qui est derrière vous, surtout si vous êtes bien calme, de lui dire « Est-ce que quand mon bébé sera sorti, est-ce qu'il serait possible de me détacher peut-être le bras droit, celui où il n'y a pas le tensiomètre ?» Voilà. Demandez-lui. Parce que, voilà, tout à l'heure, quand le bébé va naître, si vous découvrez que vous avez les bras sanglés, ça va très vite. Voilà, vous êtes surprise, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez les bras sanglés. Votre bébé, on vous le montre et hop, il s'en va. Et vous n'avez pas eu le temps de le toucher, de faire quoi que ce soit. Donc, en général, l'anesthésiste accepte, surtout si vous êtes calme. D'accord? D'où l'intérêt d'être super calme. Voilà, ça c'est dit. Vous continuez de respirer pendant qu'on continue de s'installer. On va ensuite poser sur vous ce fameux grand tissu bleu ou vert qui va être posé ici, en haut de la poitrine, enfin voilà, sous votre cou jusqu'en dessous de la poitrine. Voilà, gros tissu, et qui va monter au-dessus afin, donc c'est le champ, on appelle ça, pour que vous ne voyez pas ce qui se passe. Quand tout est prêt, et seulement quand tout est prêt, que le gynéco est prêt à inciser et même à peut-être commencer, à ce moment-là, on fait rentrer le papa. En général, on met un tabouret au niveau de votre tête. Donc lui, il s'assoit. Donc bien évidemment, j'invite les papas à écouter aussi cette vidéo. Bien sûr, très important. Qu'il ne s'inquiète pas, il ne verra rien lui non plus. Parce que le champ, le grand tissu, est suffisamment large, y compris sur le côté, pour que le papa voilà, ne voit rien. L'idée, c'est pareil, c'est d'anticiper ce temps qui va être assez court, hein, vous allez voir, parce qu'une fois voilà, que le gynéco démarre, la sortie du bébé est assez rapide. Mais cet instant-là, à deux, en couple, il est super important. Des fois, les pères aussi peuvent être impressionnés, donc s'ils ne sont pas préparés, c'est pas évident. Il y en a qui tournent de l'œil, bref, ils ne savent pas trop. Moi, je vous invite à être en connexion entre vous, de vous regarder, peut-être de respirer ensemble, voilà, de laisser faire l'aspect médical,
mais de garder vraiment ce côté humain. Voilà, il est là pour vous, il est là avec vous. Mais là aussi, il faut que le papa soit le plus calme possible. S'il est dépassé par tout ça, souvent, enfin, il peut générer plus d'inquiétude qu'autre chose. Or, il est là pour être plutôt rassurant. Mais pour certains, l'hôpital, c'est compliqué. D'ailleurs, sachez que quelqu'un d'autre peut être présent si le papa ne se sent pas du tout, pour X raisons. Et ça, pareil, c'est bien de l'anticiper. S'il ne se sent pas du tout d'être dans un bloc opératoire, à vérifier avec la sage-femme dans l'entretien, de voir si vous pouvez faire venir quelqu'un d'autre. Parce que c'est quand même plutôt chouette d'être à deux à ce moment-là, de partager ce moment-là. Voilà. Mais si le papa ne peut pas, on ne va pas le forcer, parce que si c'est pour qu'il se sente mal, on ne va rien gagner. D'accord? Ça va créer plus de stress pour vous. Vous avez besoin de quelqu'un qui est quand même voilà, plutôt apaisé et sécurisant. Ok, donc une fois que le papa est là, ça va être assez rapide. 5 minutes, on va dire, même pas. Donc, vous êtes anesthésié, vous ne sentez rien, entre guillemets, je vais préciser, c'est-à-dire que oui, bien sûr, vous n'avez pas de douleur, mais pour certaines personnes, vous ressentez quand même un peu des choses, mais pas sous forme de douleur, juste des sensations. Vous sentez que ça bouge dans votre utérus, dans votre ventre. Alors là aussi, ça peut être très perturbant, parce que normalement, on nous a dit « Non, vous inquiétez pas, vous ne sentirez rien ». On ne sentira pas de douleur, mais voilà, on peut sentir que ça bouge. Alors, ça ne fait pas mal, mais là aussi, il vaut mieux être préparé. Et donc, bien sûr, on continue de respirer, voilà, pour ne pas se laisser impressionner par ça. Et puis, oui, on va continuer. Ensuite, quand le bébé naît, alors si vous avez la chance, vous avez un gynécologue qui va dire ce qu'il fait, qui va accompagner cette naissance avec des mots, parfois pas, parfois ils sont très concentrés, parfois ils discutent entre eux, bref, c'est vrai que ça serait l'idéal du gynéco qui est très présent, qui a quand même conscience que vous êtes là et qui dit ce qu'il est en train de faire. Voilà, ça y est, je vois le bébé, ça y est, il arrive, ça y est, il est là. Bon, bref, ça, c'est dans l'idéal, mais on n'a pas la main là-dessus. Et puis, la sage-femme, elle est derrière le grand tissu et c'est elle qui va réceptionner votre bébé. Donc, elle a une grande serviette et une fois que le bébé naît, on coupe le cordon et on le remet à la sage-femme qui l'a dans la serviette. La sage-femme, ensuite, elle fait le tour du tissu, du champ, et elle vient vous présenter votre bébé. Alors, là, il faut préciser, ça dépend le niveau d'urgence. Si c'est possible, la sage-femme vient vous le présenter et peut prendre un petit instant. Et ça, je vous invite d'ailleurs, on remonte un tout petit peu en arrière, après avoir dit à l'anesthésiste de pouvoir vous détacher un bras quand le bébé sera là, de pouvoir, la sage-femme va être là aussi près de vous, elle va se présenter de toute façon. Demandez-lui qu'on vous présente votre bébé et demandez-lui qu'on vous le présente en position verticale. Pourquoi? Quand vous êtes allongé à plat, parce qu'au bloc opératoire, vous êtes vraiment à plat, eh bien, quand on est couché comme ça, on a un champ de vision quand même assez limité. Je vous invite à faire l'expérience. Si on vous présente votre bébé allongé, alors que vous êtes allongé, je vous garantis que vous ne verrez pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est demander à votre sage-femme qu'elle vous présente votre bébé en position verticale, ça veut dire assis, c'est-à-dire une main sous les fesses, une main dans le dos. Bon, elles savent faire, mais c'est juste que souvent, elles n'ont pas l'idée de ça. Donc, demandez-lui vraiment très clairement que vous voulez voir votre bébé en position verticale pour qu'il y ait un échange de regards entre votre bébé et vous. C'est ça qu'il faut demander à la sage-femme. Et même si elle n'a pas le temps, il y a moyen de faire une présentation rapide, mais de qualité, pour qu'il y ait au moins cette connexion. On parle du proto-regard, ça c'est un pédopsychiatre, docteur Delassus,
qui a certainement le premier parlé de ça, le proto-regard, c'est-à-dire le premier regard mère-bébé, qui est très 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 important, que ce soit un accouchement voix basse, mais encore plus avec la césarienne, qui au moins se regarde. Même si ça dure 3 secondes, 5 secondes, c'est très important parce que ça, vous vous en souviendrez, et il se passe quelque chose. Alors, parfois les bébés ont les yeux ouverts, parfois pas. Bon, bref, voilà, s'il n'a pas les yeux ouverts, c'est pas grave. La plupart des bébés ont les yeux ouverts quand ils naissent, et ils cherchent un regard, d'accord ? Voilà, ça, vous pouvez l'écrire dans votre projet de naissance. Mais si jamais la sage-femme n'a pas eu le temps de lire votre projet de naissance, vous devez vous rappeler de ce qui est important pour vous, vous rappeler de ce qui est à demander. Donc ça, demandez-le plusieurs fois à la sage-femme. Vous n'oubliez pas, vous me présentez bien mon bébé, vous ne me dites pas le sexe, si vous ne le connaissez pas, surtout pas. Voilà, vous ne me dites pas le sexe et vous me montrez en vertical pour que nos regards se croisent. Voilà. Ensuite, demandez aussi à la sage-femme, si c'est possible, bien sûr, et ça c'est elle qui évaluera, de pouvoir vous le mettre joue contre joue, voire de l'avoir en peau à peau tout de suite, mais à voir si c'est maintenant ou après un certain soin, mais au moins un petit contact joue à joue, parce que parfois, ce temps-là, il est important, parce qu'après, bébé va être posé sur une table, c'est le protocole pour tous les bébés qui naissent par césarienne, on doit un peu évaluer comment il respire, on lui met un petit tuyau qui aspire le liquide amniotique qui est dans la bouche, qui remonte, parce que les bébés qui naissent par césarienne ne sont pas comprimés comme un accouchement en voix basse. Donc voilà, on l'embête un peu, on passe ce tuyau-là, on vérifie que tout va bien. Et parfois, il y a des bébés, si c'est un code orange ou rouge, il y a peut-être eu un souci. Et du coup, parfois, le bébé, il a besoin de soins et on ne va pas vous le ramener, du coup. En tout cas, pas tout de suite. Et que vous risquez de le revoir 2 heures plus tard. C'est pour ça que ces premiers instants, ces 2 premières minutes après la naissance, vont être super importants. Donc c'est vrai qu'il faut être super vigilant. Donc au moins pouvoir faire cet échange de regards et pouvoir, voilà, joue contre joue, pouvoir le sentir. Parce que voilà, hein, on est un mammifère et on a besoin de sentir, on a besoin de voir, on a besoin de sentir avec notre nez. Et on a besoin de toucher, c'est pour ça que si on a notre bras libre, on va pouvoir aussi le toucher. Et ça peut être fait en 30 secondes, en moins d'1 minute. Mais si on est super présent, parce qu'on sait que ça va arriver, qu'on s'est préparé, qu'on l'a demandé plusieurs fois, ça va pouvoir se vivre. Donc, une fois que bébé est né, qu'on vous l'a présenté, ou pas, parce que ça peut arriver dans certaines grandes urgences, bébé, on ne peut pas vous le présenter. Voilà, ça c'est l'équipe qui évalue la situation. En tout cas, dans tous les cas, le papa accompagne la sage-femme et le bébé. Alors, à vérifier, donc je lui ai dit qu'on allait poser le bébé sur une table chauffante, table de soins. Ça dépend des maternités. Soit il se trouve dans le bloc opératoire, soit il est dans une autre pièce de l'autre côté. Ça aussi, vous pouvez poser la question quand vous voyez la sage-femme avant, pendant la grossesse. Ça fait partie des détails. Comme ça, vous savez si votre bébé sera à vue ou s'il part dans une autre pièce. Donc le papa, lui, il va assister justement à ses premiers soins. Et donc, vous aurez demandé à la sage-femme au préalable, si c'est possible, qu'on vous ramène votre bébé une fois qu'on a vérifié que tout allait bien. Voilà, demandez qu'on vous ramène votre bébé. Oui, vous êtes toujours au bloc, mais vous, voilà, ça va bien. Donc, on peut vous ramener votre bébé, soit le papa revient. Il y a toujours le champ, donc ça ne craint rien. Et à ce moment-là, demandez à ce qu'on vous fasse faire du pot à pot. Voilà, c'est possible, si bébé va bien. Et si vous allez bien. Parfois, ça peut arriver, certaines personnes, après une césarienne, ont la nausée, sont pas bien.
Bon, bah dans ce cas-là, c'est ok. On dit non, là je me sens pas. Et à ce moment-là, c'est le papa qui va pouvoir prendre le relais, il va pouvoir faire du pot à pot. S'il se sent, là aussi, c'est bien qu'il se soit préparé au pot à pot. Et à ce moment-là, pendant 1 heure, 2 heures, il va pouvoir faire du pot à pot. Mais pour moi, la priorité, c'est pas que le papa fasse du pot à pot. La priorité, c'est d'abord de tout faire pour que la maman puisse rencontrer son bébé, puisse vraiment la voir sur elle, puisse faire cette rencontre. Voilà, tout ça va favoriser l'attachement, va favoriser la confiance. Bref, c'est tout bénéfice pour la maman et le bébé. Et si ce n'est pas possible, dans un second temps, on va effectivement laisser la place au papa et ça va être super important. Je mets l'accent sur le lien mère-bébé, tout simplement parce que dans mes consultations, j'ai jamais vu de père déprimé ou en dépression postnatale parce qu'ils n'avaient pas eu leur bébé en peau à peau sur eux, qui ne sentaient pas de lien avec leur bébé. Par contre, des mamans, oui, beaucoup, 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 beaucoup. Donc la priorité, c'est la maman. Même si je sais que voilà, la tendance est à mettre l'emphase sur les papas. Donc c'est ok, ils sont là en secours, mais à ce moment-là de la naissance, la physiologie, la biologie a prévu que ce soit la maman qui accueille son bébé. Voilà, c'est là que ça se passe. D'accord ? Donc, ensuite, alors, on continue. Ensuite, que vous ayez votre bébé ou pas, on va vous recoudre. Ça prend une demi-heure à peu près. Vous êtes toujours anesthésié. Alors, bien sûr, je vais quand même vous parler d'une situation rare, mais qui peut arriver. C'est que l'anesthésie soit pas parfaite. Bon. De toute façon, vous le savez rapidement, l'équipe le voit rapidement. À ce moment-là, on peut faire une anesthésie générale rapide. Voilà, ça c'est le travail de l'anesthésie. Ça peut arriver, là encore, bon, ils savent quoi faire, mais ça peut arriver. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes recousu, ça prend à peu près une demi-heure, vous pouvez avoir votre bébé ou pas sur vous. Et ensuite, c'est le protocole. Vous allez 2 heures en salle de réveil. C'est comme ça. Même après une péridurale, vous allez en salle de réveil. Là aussi, quand vous aurez fait votre petite liste de choses à demander à la sage-femme juste avant la césarienne, demandez bien à ce qu'on vous ramène votre bébé en salle de réveil. Et là, il va falloir demander en amont, pendant la grossesse, est-ce que, voilà, quelles sont vos pratiques? Est-ce qu'on ramène les bébés en salle de réveil dans cet hôpital ou pas? Voilà, c'est variable, on va dire, selon les lieux. Voilà, il faut demander. Après, même si on vous dit que ça se fait pas ou peut-être que c'est pas possible, je vous inviterai toujours à oser demander, oser insister. Voilà, quand vous êtes au bloc, quand vous êtes en salle de réveil, demandez, insistez. Tout est possible. Les pratiques évoluent beaucoup dans tous les hôpitaux d'une manière générale. Et ce qui fait évoluer les pratiques, c'est les patients. C'est les patients qui parlent, qui osent faire des demandes. Donc, osez, voilà, parlez fort. Parfois, dans les salles de réveil, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Il y a tous les opérés du jour. Alors, si ça se passe la nuit, souvent c'est plus simple, parce que la nuit, il n'y a pas d'opéré, en tout cas pas d'opéré programmé. Donc souvent, il y a quasiment personne dans la salle de réveil. C'est plus facile qu'on vous ramène votre bébé. Mais dans les faits, ça se fait aussi, même si la salle de réveil est pleine. Moi, j'ai déjà vu, on met un paravent du côté de la maman, on lui amène son bébé. Vous pouvez faire une mise au sein, si vous voulez, à ce moment-là. Faites-le, vous avez 2 heures à rien faire, donc profitez d'être avec votre bébé. Bien sûr, il y aura des exceptions. S'il se passe quelque chose de compliqué dans la salle de réveil pour un autre patient, où l'équipe est un peu
voilà, en plein stress, on va dire, ça peut être compliqué, effectivement, qu'on vous amène votre bébé. Bref, dans tous les cas, osez demander, osez insister, et puis vous verrez un peu en fonction de la réalité. Là aussi, donc faut demander les pratiques qui se font, et est-ce que le bébé peut revenir, et est-ce que le papa peut être là aussi. Alors c'est pareil, quand c'est la nuit, c'est plus simple. La journée, bon, à voir. Demandez-le avant, et tout ça, mettez-le dans votre projet de naissance. En sachant quand même que le service maternité, salle d'accouchement, c'est un service voilà, à part. Ce qui se passe dans le bloc opératoire et en salle de réveil ne dépend plus de la maternité. Donc, qui est responsable de ces endroits-là? On va dire c'est les infirmières anesthésistes. Donc, c'est plus les sages-femmes qui décident, c'est plus les gynécologues qui décident, mais quand même, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Donc, si vous avez convaincu votre sage-femme que c'était important pour vous, les sages-femmes peuvent faire un effort, aller insister aussi auprès de l'équipe. Bon, voilà. Elles ont envie de bien faire, surtout si vous demandez. Voilà. Donc, après la salle de réveil, donc idéalement, hein, pour une césarienne, d'une manière générale, l'objectif est de limiter la séparation mère-bébé. Faites tout ce qui est possible pour qu'il y ait une continuité de lien avec votre bébé. Parfois on pourra, parfois on ne pourra pas, mais on fait au maximum. Et tout ça, il faut aussi que le papa soit informé de tout ça pour que lui aussi de son côté puisse demander, puisse insister. Voilà, pour qu'il serve, qu'il lui aussi se sente utile dans ces moments de césarienne, qu'il sache ce qui est le plus important pour vous, pour la suite, c'est limiter la séparation mère-bébé. Donc, au bout de 2 heures, on vous ramène dans votre chambre. Si vous avez eu la chance d'avoir votre bébé sur vous, alors parfois pendant le déplacement, alors on vous déplace, je ne me souviens plus, en lit. Demandez bien à garder votre bébé avec vous, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on vous l'enlève. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que quand on vous ramène votre bébé en salle de réveil, souvent il est habillé. Avec un peu de chance, vous avez pu faire du pot à pot au bloc, mais après il est habillé. Ok, donc on vous ramène tous les deux dans votre chambre, demandez à continuer à l'avoir avec vous, et quand vous arrivez dans votre chambre, si ça va pour vous, si vous vous sentez bien, demandez tout de suite à la sage-femme ou auxiliaire puériculture qui va être là de déshabiller votre bébé et qu'on vous l'installe en pot à pot. Ce qui se passe, c'est que les bébés, pendant leur première heure et demie après la naissance, les bébés sont très 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 réveillés. Ils ont un taux de cortisol très élevé. C'est comme ça, tous les bébés ont ça. Et c'est pas pour rien. Cet éveil très très fort du bébé, il est là pour favoriser la rencontre avec le bébé. C'est pour ça que c'est pendant cette heure et demie où on va favoriser au maximum cette rencontre, que le bébé a les yeux grands ouverts. Si on le met au sein un petit peu plus bas que le sein, il va ramper jusqu'au sein. Enfin bref, il a une énergie incroyable. Donc il sait déjà faire des choses. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser cette rencontre pendant qu'il est réveillé. Au bout d'une heure et demie, 2 heures, le taux de cortisol redescend. Et il n'aura plus jamais de taux de cortisol aussi élevé. Voilà. Et puis après ça, eh bien, bébé va globalement dormir pendant 24 heures, voire 48 heures, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça qu'une fois que vous êtes dans votre chambre, donc à peu près 2h30 après la naissance, votre bébé, ça y est, là, il est en sommeil, il est parti là, pour dormir. Et vous venez d'être opéré. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Vous allez vite le constater. En fait, pendant au moins 24 heures, alors là aussi, ça dépend des maternités. J'ai vu qu'à certains endroits, au bout de 12 heures, on essaye de faire un lever à la maman. Demandez à la sage-femme en amont les pratiques, si c'est 12 heures, 24 heures, bref. Demandez au bout de combien de temps on a le droit de manger, parce que là aussi, les pratiques évoluent.
Moi, j'ai connu la période où pendant au moins 24 heures, voire plus, si le système digestif s'était pas remis en route, on ne mangeait pas. Voilà, ça peut être long, mais les pratiques évoluent, donc il faut tout questionner. Donc, comme bébé dort et que vous allez rien pouvoir faire, vous ne pouvez pas vous tourner, vous ne pouvez pas vous lever, eh bien, juste vivez et reposez-vous, dormez aussi si vous voulez, avec bébé tout nu, en couche, sur vous. Alors on le met plutôt en haut, vous inquiétez pas, votre cicatrice elle est en bas, ça ne craint rien, mettez des coussins autour de vous pour que vous soyez rassurés que votre bébé ne va pas tomber, demandez à ce qu'on vous aide. Vous ne pouvez pas faire ça toute seule, hein. Et puis les papas, bon, sont pas toujours à l'aise, surtout si c'est un premier, de le déshabiller, de l'installer. Demandez vraiment à l'équipe de l'étage, enfin de la maternité, pour qu'on vous installe vraiment. Voilà. Voilà, pendant 12 heures ou 24 heures, vous n'allez pas bouger de votre lit. Et votre bébé va avoir des soins. Et ben, au bout d'un moment, il va vouloir manger. Alors, si vous l'allaitez, on va vous aider pour qu'on vous installe à chaque fois. Donc, ça se fait très bien, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut de l'aide, parce que c'est difficile de se mobiliser. Donc, voilà. Par contre, s'il est au biberon, voilà, c'est pas évident après une césarienne. Évidemment, tout le monde peut faire les choses à votre place. Mais ça va être un peu l'enjeu des premières 48 heures. C'est que là aussi, on est surprise de comment on ne peut pas faire grand-chose avec son bébé. Et comme la confiance des mamans passe par le faire des choses avec son bébé, lui donner tous les soins, et que là, on voit qu'on est limité, que c'est compliqué, ça peut jouer sur le manque de confiance. En tout cas, et ça va évoluer rapidement, mais des fois, pendant 24-48 heures, c'est très compliqué. C'est compliqué parce que vous avez besoin d'aide. Donc, osez sonner, osez demander à votre conjoint d'être présent et de vous aider, de placer le bébé. Donc, l'alimenter, c'est possible. Changement de couche, souvent, c'est pas possible. Vérifier si dans cette maternité, est-ce qu'il y a un endroit pour changer le bébé dans la chambre ou si c'est dans une autre pièce. Voilà, ça dépend. Donc quand c'est dans la chambre, c'est bien parce qu'on peut voir, donc on garde le lien avec le bébé. Si il y a une autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est le bain. Pareil, vérifier si dans la chambre il y a une baignoire, et en tout cas on peut donner tous les soins du bébé ou pas. C'est plutôt chouette de pouvoir regarder ça, mais je ne sais pas, selon l'âge de la maternité, des fois ça se fait dans une autre pièce, et à ce moment-là vous ne pourrez pas voir le premier bain. Bon, après, il n'y a pas urgence à faire le premier bain. Vous pouvez aussi demander à ce qu'on vous attende, à ce que vous soyez mobile. Voilà, un bébé, il n'est pas sale, c'est pas grave. Si c'est important pour vous, demandez-le et obtenez-le. D'accord? Tant qu'on n'est pas sur des choses vitales, vous êtes en droit de demander. Mais tout ça va compter parce que dans l'après-coup, vous allez refaire le film et il y a plein de choses où vous direz « Ah, pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas fait ça ?» D'accord? Donc là, je vous donne un peu tous les petites choses, les petits moments, les petits gestes qui vont avoir de l'importance pour vous. Voilà, donc ne pas sous-estimer la douleur post-opératoire. Voilà, on a plutôt très mal, il ne faut pas hésiter à sonner, il y a des protocoles antidouleurs. La cicatrice est quand même placée à un endroit un peu difficile, c'est-à-dire que bouger son dos vient solliciter les abdos, donc ça fait mal à la cicatrice. Donc le moindre mouvement est compliqué. Bon, voilà, chaque jour, on évolue, mais voilà, selon les personnes, selon la sensibilité, là aussi, il y a des mamans plus sensibles que d'autres, elles vont se remettre plus ou moins vite. L'idée, c'est que vous gardiez vraiment un maximum de lien avec votre bébé. Le risque, ça serait de toujours déléguer, que ce soit le papa ou la famille qui vient, que ce soit eux qui fassent tout. Parce que ça, dans l'après-coup, les mamans, souvent, elles se sentent dépossédées, du coup, elles ont l'impression qu'elles ne savent pas faire, que les autres savent mieux qu'elles. Et là, peut commencer un peu de déprime, etc.
Je veux dire, même si on ne peut rien faire, en tout cas, tant que bébé dort, il peut dormir sur nous ou contre nous. Voilà, on peut mettre le coussin d'allaitement vers notre bras et le bébé est contre nous. Bref, il y a des solutions. Et pour manger, c'est aussi possible. Voilà, donc des fois, selon des fois la famille qui veut tellement vous aider, qui parfois peut prendre un peu trop de place, attention, attention, attention. Malgré la césarienne, prenez votre place de maman, donnez les soins, le maximum de soins à votre bébé. Mais voilà, c'est laborieux les jours qui suivent une césarienne, vraiment. La sortie, il peut y avoir une sortie précoce pour toutes les naissances, y compris la césarienne. Évaluez bien comment vous vous sentez, parce que le lit de la maternité, il a un bouton qui peut vous lever. Quand vous serez chez vous, a priori, vous ne l'aurez pas, à moins que vous ayez un lit comme ça. Mais vérifiez si vous êtes capable de vous lever toute seule. Dans tous les cas, vous aurez besoin d'aide après une césarienne. Vraiment, vraiment, vraiment. Si le papa a prévu de retravailler pour X raison, ne soyez pas toute seule après une césarienne, vous avez besoin d'aide. Il est hors de question de faire du ménage, de faire à manger, déjà faire les soins de base, même 4e jour, 5e jour, c'est sportif, faire le bain, c'est vraiment sportif. Donc tout le reste, il faut quelqu'un pour vous aider. Un petit truc, vous avez droit, dans la mesure où c'est une opération, de par votre mutuelle, si vous avez une mutuelle, vous avez droit à un certain nombre d'heures pour du ménage. Je vous invite à le prendre, c'est toujours ça de prix, et organiser, si c'est pas le papa, c'est quelqu'un d'autre, vous aurez besoin d'aide. On n'est pas dans le même état après un accouchement voix basse qu'après une césarienne. Donc voilà, ça peut être une copine, ça peut être n'importe qui, et puis quelqu'un qui vient aider, pas juste vous regarder et prendre votre place. C'est vous préparer à manger, c'est passer un coup de balai, enfin bref, n'hésitez pas à faire des demandes, quitte à aller se reposer, peut-être chez vos parents ou chez quelqu'un, parce qu'on a vraiment besoin de repos. Voilà, on va dire que le premier mois, c'est une opération qui n'est pas anodine, donc on a vraiment besoin de repos, donc il faut anticiper. Et voilà, il ne faut pas aller trop vite après une césarienne pour pouvoir vraiment avoir le temps de cicatriser. Passer du temps allongé, je dis à l'africaine, dans les cultures, dans la plupart des cultures d'ailleurs traditionnelles, pendant les 40 jours qui suivent la maternité, les mères sont allongées la plupart du temps. Et nous, on a perdu ça, hein, nous, on doit être active. Donc, je vous invite vraiment à passer du temps allongé avec votre bébé contre vous. Voilà, hein, bébé dort la plupart du temps. Donc, voilà, le changement de couche, il peut se faire dans votre lit, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez, si c'est le sein, c'est pratique. Si c'est le biberon, c'est sûr qu'il faut se lever. Mais passez du temps allongé pour que vraiment votre utérus se repose, que vous puissiez cicatriser un maximum. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à la réécouter, notez les points importants, en tout cas au moins pour ce qu'il y a à demander à la sage-femme pendant la grossesse et ce qu'il y a à se rappeler pour le moment de la césarienne s'il y en a une. Regardez-les en couple pour que le papa soit aussi vraiment impliqué dans ces étapes. Et puis voilà, rappelez-vous qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais accouchement. Tous les accouchements peuvent bien se vivre à condition d'être le plus sereine possible. Et quoi qu'il se passe dans votre accouchement d'une manière générale, favorisez le lien mère-bébé le plus possible. Parfois, bien sûr, ce n'est pas possible, et bien c'est différé. Mais même quand c'est différé, ça peut se faire quand même. Voilà, tout peut se rattraper, mais voilà, le plus possible, favoriser le lien avec votre bébé. Osez dire, osez faire des demandes. L'équipe aura plaisir à répondre à vos demandes. Voilà, je vous souhaite une belle grossesse et un bel accouchement.